Vous connaissez maintenant bien mon ami Didier qui me donne un coup de main sur le moteur du tractopelle. Mais pour Didier, les moteurs, ce n'est pas juste une activité professionnelle, c'est une passion. Alors quand il m'a parlé d'une expo de moteurs Maxi organisée par son association, il fallait que j'aille voir ce que fabrique cette bande de passionnés à la frontière du Gers et de la Haute-Garonne. Bon David, tu nous présentes ce que vous faites ici, qui vous êtes et... Mais alors ici, c'est une association de copains, une bande de copains rassemblés autour de Jean-François, la Canal, donc grand spécialiste des gros moteurs, c'est le pape des duvants. Donc tous les moteurs qui sont là lui appartiennent ou il y a... Oui, là tous les gros moteurs qui sont là sont à Jean-François. D'accord. Et à côté de ça, on est une bande de copains donc, de toute la France. Il y en a qui viennent de Poitiers, il y en a qui viennent de Charente, moi je viens du Gers, un Gersois. Il y en a qui viennent, voilà, on est une bande de copains, un peu fous, faut l'être. Donc on va chercher, on récupère ces moteurs dans les usines dans toute la France. On en a récupéré, on a le moteur de la station de pompage de la ville de Versailles. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Crossley là. Le gros qui est au fond là-bas. Ouais, le gros qui est au fond vient de la ville de Versailles. L'autre, le 9 cylindres en ligne, vient de l'hippodrome d'Auteuil. Il faisait de la production électrique. N'hésite pas à me donner les caractéristiques. Celui d'Auteuil, tu disais. Auteuil, il fait 1600 chevaux, 9 cylindres en ligne, 330 litres cylindrés. Très bien. Avec un turbo qui fait 1 tonne 8. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Crossley, le gros Crossley vert, là, le bicylindre. Il vient du fin fond du Jura. On a été chercher dans le Jura, mais quand le fin fond, c'est le fin fond. Parce que celui-là, il y avait 800 mètres de pente à 25% pour aller le chercher. Ah oui, oui. Avec une route aussi large que le camion. Et encore, le jumelage dépassait presque dans le ravin. Donc ça faisait vrai. Ils l'ont descendu là en 23, avec une vingtaine de paires de bœufs. On se demande comment ils l'ont descendu, on en parlait encore à midi. Et vous n'avez pas adopté la solution des bœufs pour le ressortir? Non, non, on n'a pas. Encore heureux, parce qu'on y a passé quand même 15 jours pour le sortir. Ah oui, quand même. Et 15 jours et avec du matériel et réfléchir le plan de bataille avant, parce que il a fallu faire presque une voie de chemin de fer pour le sortir. Ah oui. Pour le faire passer à travers l'autre partie de l'usine qui était en rénovation. Et c'est grâce à ça qu'on a pu le sortir, parce que sinon il était bloqué, il était condamné à mourir au fond de l'usine. C'est un sacré boulot quand même d'aller les récupérer, de les rénover, de les démarrer pour les démonstrations. Voilà, après on les fait revivre, on les fait ressortir. C'est vrai que ça passionne les gens. Qu'est-ce que c'est ces gros outils? Et oui, voilà, c'est des gros moteurs qui ont servi à produire pour la plupart de l'électricité dans les usines et qui ne souscrivaient pas forcément à des abonnements. Et puis les abonnements autrefois, le réseau n'était pas aussi stable que celui qu'il est aujourd'hui. Donc beaucoup d'usines voulaient être autonomes vis-à-vis de leur production pour assurer leur production. Le Crossley, là, qui est en service, qui tourne encore, celui qui tourne, le monocylindre, a tourné jusqu'en 1996. Installé en 1930, arrêté en 1996. Et en production, pas... donc c'est pas si ancien. Oh, c'est quand même... Il a tourné, Mais c'est des moteurs qui s'usent ou finalement... Oui, si on va écouter le Crossley, si tu fais quelques plans... autour de la distribution du Crossley, tu entends ling 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 ling. Et dans la Bracam, il fait ça. Ah oui, d'accord. Et voilà. Mais c'est des outils
Alors de temps en temps vous dites tiens on le démonte complètement, on fait les... Non, non, on n'en est pas là enfin. Pour l'utilisation qu'on en a nous, tant qu'il démarre, que ça graisse et que ça veut bien injecter un peu, il n'y a pas de... Voilà, celui-là, le Sulzer, là, il est de 1900, c'est les années 10. Ouais. C'est une injection, il n'y a pas de pompe injection, n'en cherche pas, il n'y en a pas. Injection. Donc c'est une injection sans pompe injection. Une injection pneumatique, c'est le système diesel. Le système diesel, il n'y a pas de pompe injection. L'injection mécanique a été inventée bien plus tard. D'accord. Là, c'est une injection pneumatique. Il y a un deuxième cylindre derrière qui fait compresseur. Ouais. Et si tu veux, le gasoil, au lieu de réinjecter, je dis, à 180 bars, comme dans ton Zetor ou dans le tractopelle, là, il est éjecté à peine un peu plus que la pression de compression. Ouais, ça n'a pas été non. Voilà, on est dans les 40 bars, on est autour de 40 bars, pour juste vaincre la pression de compression et arriver à faire rentrer le gasoil à ce moment-là. Ouais. Injection pneumatique. Un air blast, qu'on appelle ça, là, le terme technique. Ah, ça ne doit pas avoir des rendements extraordinaires. Oui, non, et c'était le début, et il a 110 ans ou 115 ans peut-être celui-là. Il était dans le Massif central, dans une centrale électrique, encore une fois, au plein milieu du Massif central. Ok, donc là, ils vont le démarrer là? Et il gonfle, là on fait de l'air justement pour l'injection pneumatique. Pour pouvoir le démarrer, il faut avoir suffisamment d'air pour déjà le virer. Et après le démarrer. Il y a un compresseur d'air pour... Voilà, pour le... On va le virer avec le tracteur, on va le lancer avec le tracteur, mais on peut le lancer à l'air aussi. Mais là c'est encore un combat encore supérieur. Ah donc là vous le lancez quoi? Au tracteur ou... Au tracteur et on a l'air pour l'injection. D'accord, ok. Et là c'est Guillaume qui s'en débrouille parce que c'est le genre d'outil qu'il faut savoir connaître. Celui-là si on ne le connaît pas il ne démarre pas. Enfin, tout c'est mais ça fait partie des outils délicats. Bonjour, alors nous sommes sur un rassemblement où il y a énormément de moteurs, principalement de Bernard. Il y a aussi des Duvant, nous en avons quelques-uns. Il y a des Crossley. Nous avons ici un modèle assez rare. On fait le tour. Tu nous dis, on va regarder ça. Ce que c'est, les caractéristiques, allez. Alors principalement, ils faisaient tous de l'électricité, puisqu'à l'époque c'était la seule source d'énergie. Ici, un Crossley. Alors, on reconnaît, quand ils font de l'électricité, c'est le style de volant. C'est ce qu'on appelait des volants électriques. Ils avaient une masse assez lourde pour avoir une régulation assez précise et surtout régulière. C'est des gros volants d'inertie alors. C'est exact. Ici, c'est un double Crossley qui était jumelé pour avoir une puissance double. D'accord. Le voilà. Donc, Crossley anglais, Manchester, voilà. Ah oui, d'accord. Alors, c'est quelle date ça, ce moteur? Je ne sais pas exactement la date, mais c'est avant 1950. Hein. D'accord. Et nous, on n'était pas capable de faire des moteurs, fallait qu'on... Ah si. Alors là, justement, on arrive dans les moteurs français, Duvant, fabriqué à Valenciennes. Un Duvant où nous sommes passés juste à côté. Ouais. Nous, on se retourne, alors là on va voir quelque chose de très beau. Un 6 cylindres qui n'existait pas, donc qui a été fait parce qu'il ne faisait que des monocylindres de 100 chevaux. Et puisqu'il fallait 600 chevaux, et bien Duvant a jumelé 6 moteurs. Donc nous avons 3 moteurs d'un côté, un volant, et ensuite 3 moteurs de l'autre côté. Donc ça fait bien 600 chevaux. Ce moteur était à Bougival. Bougival, c'est sur la Seine. Ouais. Il captait l'eau de la Seine, la remontait, je crois, 270 mètres plus haut. Ouais. Et ensuite, un aqueduc amenait cette eau jusqu'à Versailles pour le fameux château de Versailles. Ce moteur a été démonté. J'ai participé au démontage. Ouais. Lui, il y en a un deuxième qui est en pied détaché à côté.
qui servait, parce qu'un coup celui-là marchait, un coup l'autre. Ce moteur était posé bien sûr sur un socle en béton. Et nous avons fait un châssis pour pouvoir le poser, le faire marcher. Tous les moteurs que vous voyez fonctionnent, sont en état de marche. Alors comment vous l'avez ramené celui-là? Alors celui-là a été ramené en pièces détachées évidemment. Ah oui, d'accord. Oui. Et ensuite un châssis a été créé. Et là actuellement on le démonte en 3 morceaux pour l'amener sur des manifestations. On sort l'ensemble volant Villebrequin parce que le poids et la dimension ne nous permettent pas de circuler. Et ensuite, il y a 3 morceaux en fait. D'accord. Donc là derrière, on peut apercevoir son frère jumeau qui lui, pour le moment, sert de banque de pièces. Qui ne sera pas remonté puisqu'il n'est pas complet. D'accord. Voilà. Ça vous arrive de devoir faire des pièces spécifiquement pour... On y arrive, quand on n'a pas, ben on fait, évidemment. Ouais, je suppose qu'on ne trouve plus de pièces standards pour ces moteurs-là. Alors on parlait de moteurs français, effectivement, Valenciennes, en France. Oui. Usine qui a été définitivement fermée, malheureusement, en 90. Voilà. Alors bon, pour en venir à l'histoire des pièces, c'est vrai, on ne trouve plus de pièces, donc ben, on adapte, on essaie de trouver, on refait. Alors encore un petit... alors ça c'est un bicylindre, celui-là était à Versailles. Ouais. Celui-là récupérait l'eau donc du 6 cylindres que nous avons dans notre dos. Et celui-là mettait l'eau en pression pour le château de Versailles. D'accord. Voilà, donc ici nous avons... Et là c'est quelle date encore? Bon pareil, il fonctionnait... 1933. D'accord, ok. Voilà. Alors ici on a la centrale de graissage. Donc tous ces tubes envoient de la graisse partout où ça a besoin d'être alimenté. Okay. Ensuite, ben, que dire d'autre? Ben, c'est un monocylindre horizontal. Bicylindre, non? Oui, autant pour moi, c'est un monocylindre qui a été jumelé à un deuxième, donc qui est devenu bicylindre. Ok. Là, on voit la taille. Alors, pour le concept, voilà un peu le châssis. 4 vérins, ce qui nous permet de le hisser, le glisser sous un plateau. Et pour le transport, on démonte ces platines, ce qui le rend homologable sur la route. Ok, d'accord. Afin de le transporter. Ça pèse combien ça? Beaucoup. Bon, ça reste dans l'homologable pour le transporter. Mais je ne connais pas exactement la masse de celui-là. Si on regarde de l'autre côté, celui-là fait 44 tonnes. Mais il faut des sacrés camions pour transporter ça. Ben celui-là circule en convoi exceptionnel. Ah oui, d'accord.
Alors celui-là, c'est un 9 cylindres. 9 cylindres, c'est un petit peu atypique. 9 cylindres. Alors également de marque Duvant, donc on reste toujours français. Ouais. Alors là, 9 cylindres. Et attention, cylindré. 330 litres. C'est énorme. Démarrage à l'air comprimé. Ouais. Alors au-dessus, on peut aller faire le tour. Là, c'était quand même assez moderne pour l'époque. Là encore, c'est quelle époque ça? Oh, pareil, avant 1950. D'accord. Alors ici, on peut remarquer 2 cylindres d'admission, 2 cylindres d'échappement et une autre. Soupape, tu veux dire? Soupape, pardon. Oh là, je bafouille. Et une autre. Alcool, ça. Et une autre. Chut. Et une autre pour l'injection d'air qui permettait de démarrer. Je précise que tous les cylindres démarraient à l'air, pas comme les Baudouins. S'il y en a qui connaissent, les Baudouins démarrent sur un cylindre et ensuite on envoie le mouvement sur les autres. Et ici, un injecteur de démarrage pour faciliter le démarrage. Et ici, l'injecteur principal. Alors, température sur chaque cylindre, vase d'expansion, refroidi par eau. Et à cette taille, on ne peut plus appeler ça un turbo. C'est une turbine, turbine à air. Ah, il y avait déjà un turbo à cette époque. Exactement. Ah, C'était pas mal d'ailleurs. ouais, ouais. Et il développe 1600 chevaux. Belle bête. Alors celui-là a été implanté à Auteuil, à l'hippodrome. Et là, il fabriquait le courant pour l'hippodrome. Ouais. Bon, en termes de puissance, c'est pas impressionnant maintenant qu'on a des voitures qui font cette puissance-là, mais en termes de couple, ça doit être phénoménal. Quand on voit la dynamo qu'il y avait devant, c'était énorme. Et je vois que c'est... Ah non, c'est plus bas qu'il y a des parties en verre, on voit le... Oui, alors là ici, ici on peut voir une pompe par cylindre. Ouais. Donc ça reste quand même relativement moderne. Hein. Donc c'est une pompe d'injection par cylindre? C'est ça. D'accord. Mais tu me disais que ça démarrait quand même assez facilement. Oui. Il n'y a pas de démarreur assez costaud pour envoyer ça. C'est pour ça que tout à l'heure on voyait avec la roue du tracteur pour aider. Ouais. Ok. Voilà. Là, tu peux redescendre de l'autre côté. Alors là, pareil, hein, bon, on lève avec les béquilles et ensuite on glisse le porte-engin en dessous. Alors ici, nous avons un compresseur qui sert pour la pression de démarrage. Il faut à peu près 25 bars. Qu'on voit là, non? Oui, d'accord. Il faut 25 bars. Okay. Donc la cuve qu'on voit ici est pleine d'air. Ouais. Il y a un système de refroidissement pour l'eau qu'on n'utilise pas parce que quand il tourne, il n'a pas le temps de chauffer. Et effectivement, ce que tu me disais avec le plexiglas, alors quand il est comme ça, on voit la taille des pistons. Ah, oui. Ça n'a rien à voir avec les dimensions qu'on a l'habitude de voir. Hein. Ouais. Le plexiglas, c'est nous qui l'avons rajouté, puisque normalement ce sont des écopes comme ça, mais on a rajouté le plexi de manière à ce qu'on voit l'intérieur du moteur. Ouais. Voilà. Alors là, normalement, cette base était posée sur un bloc en béton. D'accord. Bon, mais quand on l'a ramené, évidemment, il a fallu faire un... Donc on a fait un... L'eau circule dans le châssis. Donc le châssis sert aussi de passage d'eau. D'accord. Bon, David pompe l'huile. Ouais. C'est l'huile lubrification? Et oui, c'est pour pas que le vélo démarre fer sur fer. D'accord. Le vélo est tellement lourd. Regarde le mano, tu vois. Il monte, hein, tu le vois? Ah oui, d'accord. Bon, on voit là. On voit le mano, ouais. D'accord. Monte, si j'arrête de pomper, ça va. Voilà. On est prêt à partir. Anastasia, t'essayes? Ouais, d'accord. Alors, en premier, il faut appuyer là.
avec une main, tu appuies fort là, et avec l'autre main, il faut que tu viennes ouvrir cette vanne. Là. Tu dois faire ça? Oui, et là tu ouvres la vanne. Voilà, à fond. Ça y est. Et voilà la magie de la mécanique. Et il se passe à peu près la même chose dans votre moteur de voiture, mais beaucoup plus vite. Je pense que là il le ralentit, il va le redémarrer après. Intéressant. C'est marrant, hein? Alors, là, nous sommes revenus encore dans la même série du vent, toujours fabriquée à Valenciennes. Alors, monocylindre. Ouais. Alors, là aussi, volant lourd, donc volant électrique. D'accord. Qui, son origine, c'était pour faire du courant. Volant électrique. Ok. Régularité cyclique la plus régulière possible. Alors ben lui, je crois, si je me rappelle bien, qu'il était à l'hôpital à Brive. Et c'est lui qui était là en secours quand il n'avait plus le courant. Alors ici, on repasse pareil. Toujours celui-là du vent, mais pas celui-là. Ah là, il y en a deux. Voilà, ben, c'est-à-dire que pour l'encombrement, on en met deux sur la même berce. D'accord. Pour le voyage, on met deux moteurs, ça nous fait c'est plus commode. Alors là, c'était un monocylindre, mais vertical, non pas horizontaux comme on a vu jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, c'est quoi cette marque, la Thomson? Houston, eh bien, c'était à l'époque, tout le monde construisait un peu des moteurs, donc faisait comme on pouvait.
Alors, alors c'est pareil, on le démarre à la roue, Ouais. avec le lanceur, comme Au tracteur. avec le tracteur. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Celui-là aussi. Il n'y avait pas de démarrage à l'air comprimé sur ceux-là. C'était un petit peu laborieux d'ailleurs à démarrer. Donc effectivement, monocylindre vertical. Vertical et horizontal, on voit la différence. Bon, il y avait des adeptes pour le... C'était l'histoire d'encombrement par rapport aux locaux. Ouais. Voilà les différences. Ça fait quelle puissance, ça, à peu près? Oh, c'est pas énorme parce que on faisait des gros bâtis parce que le problème c'était la fonte, on coulait, mais on avait du mal à réduire la taille. On ne savait pas trop. Ouais. Quand on voit maintenant ce qu'on fait, les gros horizontaux comme il y a derrière fait 100 chevaux, donc celui-là faisait même pas la moitié. Ouais. Enfin, oui, c'est toujours le même truc, c'est pas la puissance qu'on cherche chez le couple. Non, c'est exactement. Et puis, ben, il faut se mettre dans la tête, c'est qu'à l'époque, il n'avait pas d'électricité. Donc, il fallait un moyen pour avoir de l'énergie. Ouais. Voilà. Ok, suivant. Et là, on arrive. Un beau petit moteur. Alors là, c'est la marque, c'est Industrie, c'est hollandais. C'est un 4 cylindres. Ok. Alors, ce moteur, il a passé 40 ans dehors. Je dis bien dehors. Ouais, on voit les stigmates. Oui. Eh oui. Et il nous a fallu une journée, avec notre ami Jean-François, le propriétaire des lieux, donc. Ouais. En une journée, on a bricolé. Donc, en gros, ça s'est résumé à du contrôle. On a démonté les trappes, on a regardé les bielles, on a regardé les coquilles, les pompes d'injection. Il y a une soupape qui était grippée, mais on l'a dégrippée assez facilement. Ouais. Et le lendemain, il démarrait. Une journée. Moi, je trouve que c'est beau parce que les moteurs modernes comme on a maintenant, je ne suis pas sûr qu'on y soit arrivé. Bah, ouais. Voilà. Voilà à peu près. Et quel usage, ça? Alors, ça, ce sont ce qu'on appelle des moteurs marins. Alors, je pense que celui-là était sur une péniche. Mais je ne peux pas l'affirmer parce qu'il a été récupéré dans une scierie. Alors, je ne sais pas exactement. Eh bien, voilà le démarreur. On va assister à un démarrage de moteur. Donc là, ce moteur pourrait démarrer à l'air comprimé, puisqu'il en est équipé. Ouais. Mais bon, là, dans l'immédiat, on va le faire avec le démarreur, on va dire auxiliaire. Puisque je pense... Voilà. Alors, bon, c'est pareil, moteur refroidi à eau. Ouais. Donc on a un bac à eau en bout, avec une petite pompe qui envoie de l'eau dans tous les cylindres, afin de refroidir tout ça. Mais vous allez voir qu'il est 4 cylindres. Ok. Diesel, comme tous les autres. Diesel. Ils sont tous diesel ou il y a des essence maintenant? On a très peu d'essence, c'est principalement du diesel. À l'époque, ce qu'ils appelaient qui marchaient à l'huile lourde, parce que c'était un mélange assez particulier. Alors là, c'est assez basique. Hein. Il y a un décompresseur, on contrôle un peu tout et on démarre. Et lui, vous l'avez récupéré où? Celui-là, il était en Bretagne. En Bretagne. Alors voilà la marche, le démarreur. Normalement, il devrait fumer assez vite. Là, commence à pousser. Là, il est démarré. Voilà, le démarreur, on va dire qu'il se décaler. Il tourne tout seul. Et voilà. Je vous laisse écouter.
Alors là, c'est le système de refroidissement. Ouais. Donc l'eau est pompée dans le bac. Par l'intermédiaire d'une pompe, elle remonte, elle fait le tour des cylindres afin de refroidir le moteur. Et elle redescend en jet ici. Un joli moteur. On retrouve ces moteurs beaucoup dans les péniches d'il y a déjà quelques années. Hein. Les moteurs hollandais étaient beaucoup sur les péniches. Donc je m'appelle Jean-François Lacanal, bien sûr. Alors ici on se retrouve dans une ferme qui était à l'époque c'était une vraie ferme, dans un premier temps viticole, ensuite une ferme à polyculture et élevage, et aujourd'hui donc on se retrouve sur une ferme qui est festive. Donc il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de poulets, de canards, donc c'est une ferme festive et que de plus en plus se penche sur la collection, sur le domaine de la collection. Alors cette collection, elle est née il y a 25 ans, on va dire pratiquement 30 ans, avec un tout petit Bernard, et qui évidemment a mûri, a grossi, elle a pris beaucoup d'ampleur pour s'être spécialisée, et donc je me suis spécialisé dans le gros moteur industriel, que ce soit du moteur à gaz, du moteur diesel, moteur essence, peu importe, pourvu que ce soit gros et lourd. Et comment tu les trouves? Voilà. Alors c'est toujours pareil, à partir du moment où on développe un sujet, il se passe un phénomène tout simple, le bouche à oreille. Donc le bouche à oreille a pas mal opéré, surtout pour les grosses machines. Les grosses machines, a priori personne n'en veut, même les ferrailleurs n'en veulent pas, dans le sens où c'est des machines qui sont énergivores en temps. Elles sont souvent mises dans des endroits qui ont été bétonnés par la suite, donc elles sont difficiles à sortir. Et c'est là que j'interviens avec mon équipe qui me suit de très près et qui me suit fidèlement pour démonter tout ça, enfin pour démonter. Et après, donc, une fois qu'on l'a démonté, il faut remonter. Et voilà. Alors toujours pareil, donc tout est un travail d'équipe. Moi je suis le chef d'orchestre, mais après c'est un travail d'équipe. Tous bénévoles? Oui, alors je n'ai que des bénévoles. Donc c'est une vraie association, mais ici je dirais que je vais au-delà du bénévolat. Parce que c'est plus après de l'amitié, du copinage dans un premier temps. Parce que bon, évidemment, du moment qu'on trafique de la ferraille, comme on dit, il se crée des liens. Et des liens, et puis qui se finissent, c'est plus des copains, c'est des amis, etc. Donc voilà, c'est franchement on est fusionnel. Mais bon, toujours pareil, sur un sujet toujours de ferraille, de vieilles mécaniques, de vieilles machines, et toujours avec ce souci de refaire marcher, voilà, de refaire fonctionner ces machines. Eh bien, c'est sur ce dernier mot de Jean-François que nous nous quittons cette semaine. Bien sûr, je vous encourage à venir voir ces machines par vous-même, opportunité qui se représentera le 7 et 8 septembre lors de l'expo Antiquagri sur le thème Massey-Ferguson. Des moteurs de plusieurs tonnes et des Massey, que désirer de plus pour passer un bon week-end? Par ailleurs, je vous tiendrai au courant des prochaines expositions par des posts sur l'onglet Communauté de la chaîne. Alors pour ne rien rater, assurez-vous d'être abonné et d'activer les notifications. En attendant, on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain pour une nouvelle aventure à la ferme dans le Gers.